Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette grande plénière de clôture. Je suis très heureuse de vous retrouver après ces 3 journées passées ensemble, de visites, de conférences, avec des débats, des partages d'expériences sur les différents territoires. Et c'était extrêmement réjouissant de voir que cela avance. Il y a eu quelques débats aussi, avec des idées qui parfois s'opposaient, mais toujours dans un sens de, voilà, d'aller toujours plus loin ensemble sur ce sujet éminemment important. Cette plénière de clôture, c'est le moment de prendre de la hauteur et de nous demander comment transformer toute cette énergie, toutes nos convictions en mobilisation générale. C'était le thème de ces assises. Et j'aimerais revenir en images avec Louise Plantin qui nous a préparé une synthèse graphique. Elle nous a accompagnés sur certaines des conférences. Alors, il y a pas mal de matières. Vous aurez évidemment toute cette matière à disposition après. Ça reprend des mots-clés que nous avons partagés, des idées avec les nombreux conférenciers, intervenants de ces assises. Ah oui, je vois qu'il y a des photos. C'est une très bonne idée. Prenez donc en photo, comme ça vous pourrez regarder ça tranquillement sur votre chemin du retour, avec des passages très inspirants. Alors en régie, il faudrait laisser la photo du coup. Voilà, super. Pour que tout le monde puisse prendre en photo. Alors je crois qu'il y a une utilisation sur les réseaux qui est limitée avec le droit d'auteur, mais je crois que voilà, c'est bon. En tout cas, vous pouvez l'utiliser pour vous et vos équipes. Voilà pour la synthèse de Louise. Un grand merci. Et Louise qui est avec nous et qui va continuer à nous accompagner pendant toute cette plénière de clôture. Et puis nous avions également dans cette conférence Camille Bess, dessinatrice de presse, qui nous a fait part de plusieurs dessins. On en a choisi un. Bon, on aurait pu en choisir plein d'autres. Il y avait beaucoup de matière. Celui-là, il nous a fait rire ce matin et c'est bien aussi de rigoler avec Camille Bess qui nous a accompagnés et qui est reparti ce matin, mais qui vous salue tous évidemment et vous remercie de l'avoir accueilli dans ces assises. Voilà pour ces 2 retours humoristiques et en facilitation graphique. Je tenais également à remercier les représentants de l'État qui nous ont rejoints ce matin et tous les co-organisateurs des assises européennes de la transition énergétique que nous retrouverons un peu plus tard sur cette scène. Mais pour commencer, eh bien, je vous demande d'accueillir chaleureusement François Rebsamen qui nous rejoint. Alors plutôt qu'un discours très formel, on s'est dit que j'allais vous poser quelques questions pour recueillir tout d'abord, puisque nous sommes à la fin de ces assises, vous avez suivi et participé à certaines visites. Quel est votre état d'esprit après ces 3 journées passées ensemble ? D'abord, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui sont là ce matin. C'était pas gagné, parce que beaucoup étaient là hier soir aussi, pour cette réception au DFCO, c'est le stade du club de foot. Et donc, la soirée était assez festive, et donc c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ce matin. On a la chance d'accueillir tout à l'heure Jean Viard, donc ça sera une clôture en beauté, mais ces 27e assises européennes, elles se sont tenues dans des conditions particulières, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'est pas uniquement notre pays, finalement, comme on le dit, qui est frappé par cette canicule, c'est l'ensemble de l'Europe qui aujourd'hui est touchée, et donc elles portent bien leur nom d'assises européennes de la transition énergétique. Il y a eu plus de 2500 accueillants, participants sur les 3 jours, donc c'est vraiment un moment de choix. Et puis la qualité des échanges qu'il y a eu entre les uns et les autres, entre les territoires, entre les co-organisateurs, etc. Et vous avez particulièrement réussi, je crois, à casser les codes un peu pour éviter
les discours à répétition pour l'ouverture notamment, chacun choisissant une photo. Enfin, c'était vraiment très bien. Et puis, on avait programmé de nombreuses visites de sites. On a été frappé par la canicule, en ce sens où, par exemple, même s'il a été fort bien remplacé, le maire de Bordeaux n'a pas pu nous rejoindre. Il y avait sa vice-présidente, mais bon, beaucoup de personnes se sont excusées à cause de la chaleur, des trains ont été supprimés, donc on voit la difficulté. Il y avait 45 lieux à faire visiter, et je crois qu'il y en a quand même eu une trentaine qui ont pu se tenir, et donc c'était vraiment très bien, et je voudrais vous remercier et dire encore que ces visites de sites, c'est quand même quelque chose de remarquable dans ce sens où on touche au cœur de ce qu'est la transition en action sur le terrain. Le slogan, c'était la mobilisation générale. Donc, je crois que c'était bien choisi. Et merci, c'est le moment quand même de le dire à tous les co-organisateurs, l'ensemble des partenaires, des intervenants, etc. Et ces assises européennes ne seraient pas tout à fait les mêmes si les partenaires n'y participaient pas financièrement et ne nous aidaient pas financièrement. Et donc, je voudrais les remercier ici publiquement parce qu'ils ont financé, quand même, on va dire les choses clairement, un cinquième de la note du budget d'organisation. Donc, merci à la région Bourgogne-Franche-Comté, qui est représentée par sa vice-présidente, qui est là. Merci à toi, Stéphanie. Je voudrais remercier, bien sûr, le groupe EDF, qui a fait une participation importante. J'avais rencontré son président la veille, et puis Carmen Munoz est là aussi. Et puis, il y a les achats groupés d'énergie qui s'appellent Ecodigo. Enfin, chaque euro qui a été mis là, et c'est un euro investi pour éviter, selon les formules consacrées, demain des dépenses bien plus importantes. Et donc, c'est aussi le moment de rappeler combien une politique environnementale doit s'appuyer sur une stratégie économique pleine et entière et fondée sur l'investissement et sur le soutien de l'activité locale. Et donc, merci aux élus de Dijon Métropole, je ne les oublie pas, ils sont là nombreux et ils ont participé les uns les autres aux différents ateliers. Voilà. Voilà ce que je voulais dire pour présenter. Pour présenter, et effectivement, avec une vraie preuve de réactivité et d'adaptation dans le contexte de canicule que vous avez évoqué, notamment pour la soirée d'hier soir, quand même, qui a été avec un changement de lieu et ça a été remarquable. Quels sont les moments forts qui vous ont particulièrement marqué pendant ces assises? Est-ce qu'il y a voilà, des moments dans les conférences, les visites, sur lesquels vous voulez revenir? Oui, je veux pas polémiquer, mais je suis assez cash en réalité, et souvent, ceux qui me connaissent le savent. Alors, je pense que c'est le moment de pousser un coup de gueule, comme on dit. Un coup de gueule, c'est moi qui le fais, parce que à Dijon, pendant ces 3 jours, étaient réunis ici tous ceux qui, au quotidien, dans leur collectivité, dans leur ville, française et européenne, j'y reviendrai, agissent au quotidien pour lutter justement et faciliter la lutte contre le réchauffement climatique, les dérèglements climatiques, etc. Et donc il y avait les entreprises, bien sûr, les experts, les acteurs de terrain, mais j'appelle ça, était présent aujourd'hui, pendant ces 3 jours, l'équipe d'Europe de la transition énergétique. Voilà, parce que je crois qu'on pourra les saluer. Vous savez qu'on a un grand projet qui s'appelle Response, qui est porté ici, et nombre de maires, d'élus de ces villes sont présents ce matin. Donc je salue entre autres ce qu'on m'a indiqué, sûrement d'autres encore. Je crois qu'il y a l'échevin de Bruxelles qui est là, il y a une délégation de Turku qui vient de Finlande, il y a un représentant de Saragosse, et puis nous avons accueilli nos amis ukrainiens dans la ville dans laquelle s'est rendue la maire de Dijon. Et puis nous avons accueilli également les représentants du Danemark. Bref, l'équipe d'Europe de la transition. Eh bien, figurez-vous que le gouvernement français n'a pas trouvé le moyen d'envoyer un ministre, c'était beaucoup demandé, un sous-ministre du côté de la transition écologique, par exemple, pour venir nous écouter, nous rencontrer et éventuellement nous passer un message. C'est ainsi qu'on peut avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie
au niveau national sans venir concrètement sur le terrain pour nous en parler, ce qui est quand même un conte, je trouve, et c'est regrettable. Espérons qu'un jour on prendra conscience que la France qui agit avec ses partenaires européens, mais elle était là pendant 3 jours, qu'elle regrette que Madame Barbu ne daigne pas venir. Elle va pas dans beaucoup d'endroits, puisque même à l'Assemblée nationale, elle n'y va pas, donc ça va mieux. Et puis, mais elle a un ministre délégué. Elle n'a pas pu venir. La ministre déléguée à l'énergie. J'avais écrit au Premier ministre pour lui dire vous pourriez nous faire l'honneur de venir avec nous, cher Sébastien. Et il m'a dit oui, je vous délègue, Madame Maude Bréjon, et elle n'a pas eu le temps non plus de venir. C'est regrettable parce que la maire de Dijon pourrait vous le dire, ils viennent assez régulièrement à Dijon en fonction de leurs propres besoins. Donc là, c'est nous qui avions besoin d'eux pour les entendre. Ils ne sont pas venus, donc c'était mon coup de gueule. Mais ça ne nous a pas empêché d'avancer ensemble, de dire des choses intéressantes, et on leur enverra le compte-rendu des assises. Voilà. Notamment un moment assez fort avec... Vous avez évoqué la délégation ukrainienne, la table ronde à laquelle vous avez participé, et justement la prise de parole aussi du maire de Vinnytsia a été particulièrement poignante également. Absolument. Alors, voilà pour les temps forts. Est-ce qu'il y a d'autres moments que vous aviez envie de partager au-delà du coup de gueule? J'ai une interrogation à cet instant. Je me demande si on ne doit pas modifier notre ordre du jour, parce que je crois que... oui, la vice-présidente de Bordeaux va être obligée de nous quitter parce qu'il n'y a pas de train. Et puis il y a quelques urgences aussi à gérer. Et Dijon-Bordeaux sans train, c'est difficile à faire en voiture. Donc si tu veux être rentré, on se tutoie. Catherine Femme nous rejoint. Et Catherine Femme nous rejoint. Merci. Et donc, sous les applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Oui, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Je vous laisse peut-être nous dire quelques mots tous les deux pour ce passage de relais entre Dijon et Bordeaux. Et puis je vais vous chercher le trophée, comme ça on fera une photo officielle avec le passage du relais. Est-ce qu'on se met ici? Oui. Est-ce qu'on prend le micro là-bas? Oh, bon, on va se mettre ici, on va rester là. Comme ça, voilà. Parce que c'est un moment un peu particulier, parce que vous savez que nous sommes donc 4 métropoles, villes à co-organiser ces journées. Après Strasbourg l'année dernière, je salue d'ailleurs sa vice-présidente déléguée qui est là, après Dunkerque l'année d'avant, après Bordeaux, après Dunkerque, c'est Bordeaux l'année prochaine, donc qui nous accueillera, et on fait le serment de Dijon, c'est qu'on sera à Bordeaux l'année prochaine avec plaisir, et qu'on y travaillera comme on l'a fait cette année avec sérieux, dans l'intérêt bien sûr général de nos habitants. Alors je te transmets bien sûr. C'est la transmission, elle se fait bien sûr. Alors la transmission va se mettre devant peut-être pour que on puisse prendre les photos. Bien. Voilà pour la photo, applaudissements pour cette transition officielle. Alors là, il y a les équipes de Bordeaux, c'est ça? C'est les beaux... Ah bon, bah écoutez, c'était parfait, ce petit chant. Est-ce que, pour les photos, est-ce que c'est bon? On a immortalisé ce moment, cette transmission, cette passation. Catherine Fabre, est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots sur à la fois ce que vous avez retenu de ces assises? Très bien. Et comment vous envisagez les prochaines à Bordeaux, dans cette mobilisation générale? Tout d'abord, je voulais vraiment remercier François Rebsamen et Nathalie Kondritz pour cet accueil et cette édition qui était superbe. Moi, c'était ma première édition et j'ai eu l'honneur de représenter Thomas Cazenave, qui aurait dû venir, effectivement, le président de Bordeaux Métropole, et qui a été malheureusement retenu par la canicule, puisqu'on est en début de mandat. On avait vraiment à cœur d'apporter des réponses très opérationnelles et très rapides aux habitants de la métropole par rapport à cette crise. 42 degrés hier, 42. Ah oui, là sur Bordeaux, on a vraiment, on a été à 43 certains jours, et aujourd'hui il fait encore très très chaud, donc ça a duré 4 jours non-stop.
Mais c'est vrai que c'était un contexte particulier, mais qui nous a aidés aussi tous, bien qu'on n'en avait pas vraiment besoin, mais à nous mettre dans la configuration d'une réflexion accélérée et constructive pour préparer nos territoires à l'avenir. Et très belle édition, hein. Je pense que cette communauté de territoires que nous sommes est vraiment notre force. Nous avons des territoires très différents les uns des autres, des contraintes différentes, des ressources différentes, mais tous une même envie d'avancer et de préparer justement l'avenir. Je crois que nous avons pu partager nos expériences, nous avons pu esquisser des solutions, nous avons pu prendre date aussi pour l'année qui arrive, pour nous retrouver, pour continuer à échanger avec l'ensemble des partenaires de terrain dont tu parlais, François. Donc bravo vraiment pour cette édition, c'était très riche et très inspirant. Et donc nous, sur Bordeaux maintenant, l'année prochaine, je vous demanderai de prendre date, puisque nous avons déjà les dates. Ça sera du 6 au 8 septembre, donc on décale un peu. Vous essayez d'éviter les canicules, du coup, on ne sait pas. Hein, alors voilà, peut-être qu'on va éviter les canicules, mais maintenant rien n'est sûr, puisqu'on a déjà eu des périodes caniculaires au mois de mai, donc pourquoi pas septembre. Non, mais il nous semblait que ce calendrier-là était plus simple par rapport au calendrier politique de l'année prochaine, parce qu'au printemps de l'année prochaine, on a quand même des présidentielles et des législatives. Donc, si on veut arriver à travailler effectivement avec l'État et les représentants également européens, c'est peut-être plus simple en septembre. Donc voilà, nous avons été inspirés par l'édition de Dijon qui était très très riche. Nous avons vraiment hâte de vous accueillir. Nous travaillons déjà à vous réserver des petites surprises tout aussi inspirantes que celles de cette année. Donc voilà, rendez-vous l'année prochaine et on sera ravis de vous accueillir à Bordeaux. Merci beaucoup. Le trophée, ben voilà. Vous repartez avec le trophée. Oui, alors maintenant c'est merci beaucoup et puis bon retour du côté de Bordeaux et bon courage aussi. Bonne route du coup. Alors oui, maintenant il est temps dans cette plénière de clôture. Vous avez choisi d'accueillir un sociologue, un invité que vous connaissez particulièrement bien. Je vous laisse nous le présenter. Ben oui, j'ai souhaité clôturer. C'est ce qui nous a un peu manqué. C'est pour cela qu'il était important que je lui demande d'intervenir. Je parle de tout ce qui est l'environnement humain, c'est-à-dire un sociologue. Un ami par ailleurs, Jean Viard, est ici, je vous prie de l'applaudir. Il développe à l'envi la pensée complexe qui est la sienne, mais qui est aussi celle souvent, je l'ai remarqué, d'Edgar Morin. Et voilà, il va penser, comment on dit, l'interdépendance entre l'homme et la nature, il va nous en parler et ça va faire une belle clôture pour nous tous. On va s'enrichir de tes propos, cher Jean. Et puis j'avais donné comme consigne à tout le monde qui était présent au premier dîner, ça remonte déjà à un lundi soir, à tous ceux qui étaient présents de lire ton livre. Ils avaient 3 jours pour le faire. Tu vas poser la question, alors j'arrête là et je te laisse ta place, c'est mieux. On m'a assez vu pendant tous ces jours. Allez, à toi. Merci François Rebsamen. Merci à vous, merci. Jean Viard nous rejoint. Alors Jean Viard, comme c'était un peu prévu, on a glissé un peu dans le timing, mais du coup vous allez glisser aussi un tout petit peu puisqu'on a vraiment envie de vous entendre et de prendre le temps jusqu'à au moins 12h10. Est-ce que cela vous convient? Vous m'aviez dit que je commençais à 12h13. C'est pour ça. J'avais trouvé ça très précis. Moi je dis à Dijon, franchement, à la minute près. À la minute près. Bon, alors du coup non, pas du tout. Bon, il est 27, c'est pas mal. Je vous laisse la parole. Je rappelle que si vous voulez poser des questions ou réagir, il y a toujours la tablette qui est disponible avec le numéro de téléphone. Et je vous laisse voilà, nous guider dans cette plénière de clôture. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Bon, bonjour. Bon. J'aime bien venir intervenir ici. En plus, avec la température, il n'y a pas besoin de plaider le réchauffement climatique, ni la situation de transformation où on est. Donc ça simplifie les choses. Mais il faut dire une chose, et c'est ça que je vais développer. Il n'y a pas que la nature qui a pris le pouvoir sur l'homme. Et ça, c'est l'enjeu premier.
parce que c'est quoi faire de la politique si on ne fait plus d'histoire? Mais le patriarcat explose, ça bouleverse nos sociétés, et puis nous vivons une immense révolution industrielle avec l'IA, avec la robotique, où il faut se préparer, se demander si cette révolution va nous aider dans la guerre climatique, va nous aider dans la crise de la démocratie, va nous aider dans la question du patriarcat. Les sujets sont complètement mélangés et les gens ont peur. Les citoyens se disent que c'était mieux avant. On voit bien monter tous les partis réactionnaires, c'est-à-dire qui disent qu'il faut réaction, pas des conservateurs. Les conservateurs, c'est ceux qui ne veulent pas qu'on change beaucoup. Les réactionnaires, c'est ceux qui disent c'était mieux avant. Alors on peut le dire ça à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Et effectivement, c'est ce que les gens connaissent, parce qu'il y a des récits. On sait ce que serait un gouvernement d'extrême droite, il n'y a qu'à allumer la télé pour voir ce qui se passe aux États-Unis ou en Russie. On sait ce que serait un gouvernement d'extrême gauche, on peut aussi aller visiter certains pays d'Amérique latine. Et au fond, quel récit on a? J'allais dire les démocrates, je prends les choses au sens large. Notre récit est mauvais, il est périmé, il n'entraîne plus les foules. Et donc on est dans une immense difficulté où au fond on ne sait pas mettre en désir le monde qui vient. Et comme on ne sait pas le mettre en désir, les plus fragiles, les gens seuls, les gens qui ont des salaires petits, les gens âgés, tout ça, ils sont totalement inquiets. Donc ça c'est la base. Alors en même temps, on a vécu la période du Covid. Bon, le Covid, c'est 4 milliards de gens qui se sont enfermés chez eux. 4 milliards de gens ont fait la même chose, interconnectés par le numérique. Dans l'histoire humaine, évidemment, c'était jamais arrivé. On estime qu'on a sauvé 300 millions de vies en s'enfermant, 30 ou 40 millions avec le vaccin, qui continue à être utile et souvent indispensable. Mais c'est inimaginable, on n'en parle plus, mais si vous voulez, dans l'aventure humaine, c'est considérable. Pour moi, c'est là qu'a commencé la grande guerre climatique. Bien sûr, il y a des gens qui avaient annoncé avant le réchauffement, les problèmes d'écosystème et tout, bien entendu. Mais à un moment, vous savez, c'est comme l'assassinat de l'archiduc à Sarajevo en 14, avec sa femme, Sophie. C'est ce qu'on considère que c'est le déclencheur de la guerre de 14-18, même si évidemment la guerre des empires était déjà là avant. C'est la même chose. Ça restera la date historique. C'est la première bataille de l'humanité, à 4 milliards. Et ça a marché. On a gagné. On a gagné. On a sauvé 300 millions de vies en s'enfermant. On s'est échangé des masques. C'est une immense victoire. Et il faut le dire parce qu'on ne le dit jamais. Je pense qu'on aurait pu avoir un jour de commémoration planétaire. J'aurais aimé une minute de silence planétaire pour les morts. J'aurais aimé un monument plutôt qu'un arc de triomphe à Washington. On ne commémore pas nos victoires. Comment vous voulez qu'on mobilise notre jeunesse? Donc c'est fondamental de se dire, ça a été une victoire. Il faut se rappeler que la précédente pandémie mondiale, on a tous appelé ça la grippe espagnole, mais les Espagnols n'y étaient strictement pour rien. C'est une maladie américaine qui est née dans le Middle West, sauf qu'à l'époque, on n'avait pas la télé, tout ça, et on ne s'en est aperçu que quand ça attaquait en Espagne. Parce que dans tous nos pays, il y avait tellement de victimes de la guerre de 14-18, de gazés, d'unijambistes, de blessés de guerre, etc., que un peu plus, un peu moins, ça ne se voyait pas. Et les Espagnols n'ayant pas fait la guerre de 14-18, d'un coup, ils ont vu mourir des tas de gens. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive? C'est pour ça qu'on les a appelés la grippe espagnole. Mais en fait, c'était une grippe américaine. Et il y avait eu à peu près le double de victimes, alors qu'on était 2 fois moins nombreux et qu'on se déplaçait 2 fois moins. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'il faut dire qu'on a su gagner cette grande bataille. Et c'est très important de se dire ça, quand on s'y met à 4 milliards, même si entre-temps on s'entretue à droite à gauche, on s'affronte dans les couples, on s'affronte plus tellement dans les entreprises, mais à des tas d'endroits évidemment, mais n'empêche il y a des moments où on fait bataille commune. On a montré qu'on savait le faire et c'est la première chose. Après, on est face à 2 ruptures anthropologiques qui bouleversent l'humanité partout. C'est évidemment le fait que c'est la nature qui fait l'histoire. C'est le fait qu'on peut mener les politiques, on peut limiter le CO2, on peut débattre de comment on se rafraîchit, etc. Il faut le faire, c'est indispensable. Mais je ne sais pas vous dire la vitesse du réchauffement en Europe. Je ne sais pas vous dire ce qui va se passer avec nos forêts. Je ne sais pas vous dire le nombre de personnes âgées qui vont mourir cette semaine. La dernière fois, ça a été 15 000. On peut penser que ça sera un peu moins. Parce que la dernière fois, c'est dans le Nord qu'on est mort. Nous, à Marseille, moi qui suis Marseillais, on a toujours donné de l'eau aux personnes âgées, on s'en est toujours occupé parce que tout leur Méditerranée, les personnes âgées, on sait très bien que la chaleur les tue. À Lille, c'est plus rare. Et c'est pour ça que l'essentiel des morts, la dernière fois, c'était au nord de la Loire.
Donc c'est pour dire, les sociétés apprennent. C'est important de se dire ça, parce qu'il y a des endroits où on sait vivre avec un monde plus chaud. Et c'est pas très loin. Moi, j'ai fait de la formation de pompier, et je disais au type de Lille, allez à Marseille, au type de Marseille, allez en Algérie. Et je disais, Alger, c'est quand même pas si catastrophique, on s'est quand même tellement battu pour la garder, c'est que c'était quand même habitable, sinon on l'aurait laissé aux habitants du coin. C'était pas la peine. Donc restons raisonnables. Donc c'est la première chose. Cette rupture anthropologique-là fait que l'humanité globalement n'a plus pouvoir sur son histoire. Et ça c'est compliqué parce que c'est quoi le rôle du politique? Ça devient un rôle défensif, ça devient un rôle effectivement de se battre pour essayer de reprendre la main sur une nature qu'on a nous-mêmes déréglée, bien sûr, sans savoir qu'on l'a déréglée, mais n'empêche qu'on en est évidemment coupable, avec une chose qu'il faut se dire, si on a su la dérégler, très rapidement, pourquoi on ne saurait pas redresser la situation, de la même puissance? Parce que quand la nature corrige elle-même les défauts de ce qu'on met, elle met très très longtemps. Nous, on est capable d'aller beaucoup plus vite. En 2 siècles, on a déréglé à peu près la planète, donc pourquoi ne pas la régler en 2 siècles? C'est ça qu'il faut se dire, on est très puissant quand on s'y met vraiment. Donc cette rupture anthropologique-là, elle est terrifiante, et elle terrorise toute une partie du monde qui, du coup, dit « Oh ben non, la nature, c'est pas un vrai débat, on va reprendre le slogan de Trump, forêt, forêt, forêt », avec la conséquence que, du coup, eux, ils forent, eux, ils économisent, ils gagnent de l'argent, et pendant ce temps-là, on investit dans la décarbonation. Quand nous, on met 1 milliard pour décarboner nos entreprises de sidérurgie, eux, ils agrandissent leurs usines. Et à la fin, qui est le plus riche? C'est eux. Et qui va racheter les entreprises décarbonées? C'est eux aussi. On est dans cette concurrence-là qui est terrifiante. Et puis la deuxième rupture, tout aussi forte, c'est la fin du patriarcat. Mon ami Boris Cyrulnik insiste souvent là-dessus, mais il a raison. Il se passe quelque chose entre le masculin et le féminin qui bouleverse les sociétés, qui insécurise les milieux populaires, qui dans certains milieux est perçu comme une libération, une avancée, dans d'autres milieux comme un effondrement. Et c'est pas un hasard si, je prends toujours Trump comme exemple, mais c'est pas le seul, sa vulgarité vis-à-vis des femmes et son discours sur la nature vont ensemble. Il refuse les 2 ruptures anthropologiques, mais on ne peut pas les refuser. On peut éventuellement ne pas les voir, mais on voit très bien ce qui se passe. L'effondrement des couples dans la jeunesse, l'effondrement de 40% de leurs pratiques sexuelles, on pourrait multiplier les exemples. Ne parlons pas de la baisse de la natalité, qui est en partie due au numérique et en partie due au fait qu'ils vivent tout seuls. Donc il y a tous ces éléments. Et ce n'est pas des phénomènes de pays riches. L'effondrement de la natalité est planétaire, sauf au sud du Sahara, même dans des pays très pauvres, qui sont reliés au numérique. L'effondrement de la natalité est corrélé à la connexion au débit du numérique de manière tout à fait mathématique et au désir des femmes d'avoir un autre destin que celle donnée par le patriarcat. Donc on est là dans 2 ruptures anthropologiques gigantesques qui bouleversent la planète et qui vont continuer. Et puis évidemment, il y a la révolution industrielle de l'IA, l'arrivée de la robotique qui va transformer au fond le monde industriel, qui est déjà un monde de plus en plus de robots, qui va transformer des tas de métiers, supprimer des métiers, en créer d'autres. Lesquels? Comment? On est là. Mais si vous voulez vous représenter les choses de manière large, dites-vous que c'est la 3e rupture qu'on est dans notre civilisation. La première rupture, ça a été l'effondrement de l'Empire romain, c'est-à-dire la fin de l'esclavage, la naissance de l'individu, la politique des religions, du christianisme, mais aussi de l'islam, et qui a effectivement restructuré l'Occident pendant 2000 ans. La 2e rupture, c'est la Renaissance. C'est le moment où effectivement Rome n'est plus au centre du monde, on va petit à petit sortir de l'orbite de la religion, le centre du monde est entre l'Amérique et l'Europe, c'est le moment du Quattrocento, c'est le moment de Borgia. Borgia et Trump, c'est quand même des cousins très germains. Donc on est dans ces moments où effectivement, entre les grandes créations et les grandes catastrophes, comme tout changement brutal, ça entraîne les 2 côtés. Et il n'y a jamais qu'un seul côté. Et puis nous, on est dans la même situation, on a aussi de ruptures anthropologiques puissantes, alors qu'on a toujours le nez sur le guidon, mais la nature et le patriarcat, c'est des équilibres qui duraient depuis des milliers d'années, qui explosent. Donc forcément, c'est difficile à anticiper, ça fait peur, on ne sait pas où aller, et c'est difficile de reconstruire du politique à partir de ça. Et puis l'IA, évidemment, vient télescoper ça, et donc c'est un peu comme quand on a inventé l'art de naviguer qui permettait d'aller jusqu'aux États-Unis, enfin vous savez qu'ils partaient en Inde en fait, heureusement qu'ils sont restés en cours de route, mais ils avaient quand même appris des techniques pour aller là, c'est un peu comme l'IA pour nous. Donc rappelez-vous ça et dites-vous au fond, on vit une époque historique absolument magnifique. Mon prochain livre s'appelle « Une époque passionnante mais redoutable ». Et si vous voulez, vous ne lisez pas couramment le hongrois, je pense, moi non plus d'ailleurs, hein, mais un auteur hongrois que j'aime beaucoup, c'est Ben Stabolski, qui est un historien hongrois, qui est mort en 1956, et qui disait ces 3 périodes-là sont les 3 grandes ruptures de l'Occident, mais la première était
intra-européenne, la deuxième entre l'Europe et l'Atlantique, la troisième est totalement planétaire, bien sûr, donc ça change d'échelle, donc ça c'est fondamental. Mais surtout, chaque fois, les contemporains ont eu peur. Les contemporains ont perdu leurs appuis, ils ont plus savoir où était leur base, et au fond, ils désiraient le changement, ils le regrettaient. C'était évident pour les esclaves, évidemment, encore que c'était très compliqué. C'est pareil à la Renaissance, c'est pour ça que j'ai cité Borgia. Et au fond, on est dans la même situation. Et la grande question, c'est de se convaincre que ce qu'on vit est perçu très négativement, mais nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, considéreront sans doute cette période comme magnifique. Et ça, c'est notre boulot de transmission, c'est-à-dire de dire aux jeunes, de dire aux enfants, de leur raconter cette histoire, parce que sans désir, on préfère le passé. Parce que le passé, on le connaît plus ou moins. On passe devant le monument aux morts, on voit les noms de la guerre de 14, on passe devant une église, il n'y a personne dedans, mais enfin on se rappelle qu'il y a une civilisation, ou devant une mosquée, il y a plus de monde, etc. Je vous rappelle qu'il y a 3% de gens qui vont à l'église en France le dimanche, contre 35% quand j'étais petit, ça fait quand même un grand changement. Donc on est dans tous ces bouleversements. Et donc, si vous voulez, la grande question, c'est à la fois une question d'analyse objective de ce qui se passe, et puis c'est une question de construire ce récit mémoriel pour que, effectivement, les forces du changement, les forces de progrès, les intègrent dans un récit. Et dites-vous, au fond, le monde a bifurqué, c'est une expression de Pierre West, un économiste que j'aime beaucoup. Il n'est pas très médiatique, il faut reconnaître. Donc, du coup, il a dit, je le publie, mais j'ai du mal à le vendre. Mais c'est un type extrêmement intéressant. L'idée de bifurcation. Et au fond, on sort d'un siècle et demi d'idéologie du progrès, depuis la révolution industrielle. Au fond, on était tous d'accord pour le progrès, de droite, de gauche, catholiques, protestants, etc., musulmans, les francs-maçons, mais on n'était pas d'accord sur la répartition des fruits du progrès. Donc il y avait débat entre effectivement les bénéfices, à qui ils profitent, l'éducation, etc. Mais l'idéologie du progrès, elle est terminée. Si je vous dis il y a un progrès, vous allez me dire quoi? Il y a des progrès, bien entendu. Ne pense que l'IA, l'ARN messager, par exemple, pour prendre un exemple manifeste, ou pour prendre des nouvelles technologies, y compris nouvelles technologies militaires. On a fait des gros progrès. La guerre en Ukraine est une tragédie comme toutes les tragédies inventives. Et donc on est là-dedans. Nous, on n'est plus dans une idéologie du progrès. On est dans une époque où, au fond, les grands majors de l'IA se disent « mais laissez-nous faire, on va faire l'histoire ». Nous, on s'est évolué, on vous propose des biens culturels, on vous propose un nouvel rapport au travail, on vous propose un nouveau rapport au savoir, vous n'avez qu'à taper sur votre clavier, vous n'avez même plus besoin d'apprendre, vous avez la réponse. Donc on est là sur une volonté technologique de faire l'histoire, et notre grand problème, c'est effectivement de refaire de l'histoire un sujet politique, quand la technologie, les grands majeurs, vous vous rendez compte que le plus riche, il a mis 1000 milliards de côté. C'est quand même une belle petite économie. En fait, ce n'est pas entièrement vrai, c'est du capital investi dans des entreprises. Donc il faut faire attention, mais quand même, on est face à des maîtres du numérique qui sont plus puissants que les États. Et ça, c'est quand même un bouleversement gigantesque. Et le modèle social-démocrate qui avait permis, après la guerre de 40, effectivement, de faire des formes d'équilibre entre les bénéfices des grandes entreprises et les besoins de la société, comment on arrive à faire ça au niveau planétaire? Nous, en Europe, c'est extrêmement difficile. Donc retenez cette bifurcation, retenez que c'est la nature qui fait l'histoire, retenez qu'il y a deux révolutions anthropologiques qui ne font que commencer. Moi, je suis très attentif à ce qui se passe dans la jeunesse, vous voyez, y compris leur rapport intime, y compris l'effondrement de leur rapport amoureux, parce que quelque part, y compris le fait que leur sexualité s'est bouleversée par ce qu'on voit dans les scènes porno, c'est stupéfiant. Les pratiques sexuelles de la jeunesse me stupéfient. Alors c'est leur problème, moi je suis de 68, j'ai rien à dire, on était sur un autre modèle, on n'était pas triste, non, c'est pas ça que je veux dire, mais on n'était pas sur les mêmes modèles. Donc reconnaissons tous ces changements qui sont devant nous et essayons de se dire, la responsabilité des générations n'est plus la même. Et je vais vous dire une chose, l'IA c'est bon d'avoir des ingénieurs, des mathématiciens, des jeunes qui vont y faire, mais c'est bon d'avoir des gens expérimentés qui sont capables de se dire ce résultat-là, il me semble un peu discutable. Et si vous voulez, l'IA, paradoxalement, ça revalide les gens d'expérience, parce qu'on a besoin de lire les résultats. On a besoin de les appréhender. Et rappelez-vous une chose que je dis souvent, mais votre espérance de vie, c'est 750 000 heures. En 1945, c'était 500 000 heures. Sous Napoléon, c'était 300 000 heures. Donc en gros, on a gagné 20 ans d'espérance de vie depuis la guerre. On a eu un débat totalement nul sur les retraites. On est quand même le seul pays qui est incapable de comprendre que quand on a gagné 9 ans d'espérance de vie depuis 81, quand il y avait la retraite à 60 ans, et on n'a jamais discuté, quand on a fait 81, ces 9 ans, on en fait quoi? En France, la durée légale du travail, c'est 72 360 heures, je crois, ou 380, sur 750 000 heures. Donc ça mériterait quand même une grande réflexion sur le temps, parce que le temps, si vous voulez, dans nos sociétés, c'est essentiel.
Parce que vous travaillez 73 000 heures, vous faites 30 000 heures d'études, vous dormez 200 000 heures à peu près. Quand vous avez fini de dormir, travailler, d'étudier, vous allez consommer 300 000 heures d'une vie de 700 000 heures. Il vous reste du temps, plein de temps, pour les week-ends, les vacances, l'éducation, la culture, la retraite, l'EHPAD. Donc, beaucoup de temps. Et comment on fait de ce temps? Qu'est-ce qu'on met dedans? Peut-être qu'on pourrait un peu changer dans nos projets sur le temps, qui sont évidemment complètement centraux. Donc, on est là-dedans, on est dans ce monde-là. Et si vous voulez, ce monde, il est passionnant parce qu'on gagne du temps de vie. Vous savez, mon critère comme sociologue, ça a toujours été qu'est-ce qui permet de dire qu'une société va bien? Que l'espérance de vie augmente. Moi, je trouve que c'est quand même le premier élément. C'est quand même sympa d'avoir gagné 20 ans d'espérance de vie sur les générations précédentes. Et puis que les femmes ont le nombre d'enfants qu'elles veulent. Je trouve que c'est deux critères d'une société qui fonctionne bien. Et après, évidemment, nous, on dit les femmes font 1,6 enfants par femme. On perd à peu près 1 700 000 enfants sur 20 ans par rapport à la productivité bébé, c'est pas très joli, mais au taux de natalité de l'an 2000. Donc on libère énormément de place dans les crèches, dans les écoles. On fait moins d'enfants, on fait plus l'amour. Les femmes ont en moyenne 7 amants, les hommes 14. Moi, ça m'a toujours fait rigoler parce que les deux ne déclarent pas du tout le même chiffre, mais ils ne doivent pas se croiser. Je ne sais pas comment ils font. Mais bon, c'est un autre débat. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une évolution des rapports intimes, une crise dans la jeunesse, une baisse de la natalité. Et je m'étais amusé à l'université du MEDEF. Alors, on dit, vous savez, nous, on fait 6000 fois l'amour pour faire moins de 2 enfants. Nos grands-mères faisaient 2000 fois pour en faire 6. Donc, effondrement de la productivité. Et ça recule. Alors, le patron, le président du MEDEF n'était pas content du tout de mes analyses économiques, mais ça dit quand même quelque chose. Donc, on est là-dedans. On est une société d'individus. On est une société, on voit très bien que l'éducation se répand, les filles sont meilleures que les garçons, elles ont d'excellents résultats avec des interdits un peu culturels, notamment sur les mathématiques et la robotique. On va vers une société d'individus où on est en couple ou pas, on se sépare, 30% des couples sont recomposés, on est dans cette société-là, qui est une société d'instabilité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sorti des cadres hérités de la société d'hier. Le mariage, le vote répétitif, même le CDI, il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, il y a de plus en plus de CDD, il y a de plus en plus... Moi j'adore un jeune de 16 ans qui arrive 17, il dit « bon, je vais prendre une année de recul ». Ça me fait toujours un peu rire. Je me dis « recul sur quoi ?» Mais bon, c'est important de comprendre ce qu'ils disent. Moi qui étais babacool post-68ard dans ma communauté rurale, bon, c'était aussi une forme de recul en fait. Donc ne rions pas toujours des innovations de la jeunesse, mais comprenons ce que ça veut dire, cette difficulté à entrer dans la vie. Donc une société d'individus, c'est plus une société de classe. C'est difficile à comprendre pour les partis politiques, parce qu'en France, dans toutes nos grandes démocraties, on a construit avec la révolution industrielle des camps politiques, on va dire répartis par le capital et le travail, qui renvoyaient à l'église, les autorités, l'armée, les propriétaires fonciers, les paysans. Puis de l'autre côté, on avait effectivement les milieux populaires, les mondes ouvriers, les fonctionnaires. Il y avait deux grands camps, avec au cœur c'était l'idéologie communiste et les compagnons de route. L'autre c'était dans certaines régions les socialistes, mais n'était pas toujours très lié au monde du travail industriel. Il y a des exceptions, mais pas beaucoup. C'est un monde quand même plutôt de fonctionnaires. Et on était dans cette situation-là. Et puis ça s'est défait. J'ai fait un livre avec Laurent Berger il y a 2-3 ans. 60% des accords d'entreprise sont signés par tous les... 90% des accords d'entreprise sont signés par tous les syndicats. Le conflit du travail dans l'entreprise est lié ponctuellement. Évidemment, si on ferme une usine, tout ça, il y a des conflits bien tout à fait légitimes. Mais sinon, en gros, le conflit central de nos sociétés n'est plus là. Le conflit central de nos sociétés, il est entre le masculin et le féminin. Je vous rappelle que Donald Trump a fait 49% chez les jeunes hommes de moins de 25 ans et 26% chez les jeunes femmes. Et on va vers ce premier affrontement gigantesque entre politiques, là, et on va vers un deuxième affrontement gigantesque, c'est entre les métropoles et les non-métropoles. Et si vous voulez, pourquoi? Mais parce que dans le modèle précédent, depuis la guerre, les milieux populaires ont accédé à la maison individuelle. C'est la grande libération. Ils ont échappé aux projets, ils ont échappé aux gens qui voulaient les faire habiter en hauteur, ils ont échappé aux urbanistes, et ils sont allés se construire des petits pavillons autour des villes. C'est 70% des Français, c'est 70% des Américains, des Anglais, des Espagnols. Soit ils sont allés construire, soit ils sont intégrés des villages, des petites villes, et puis on a le résultat de nos sociétés, c'est-à-dire une élite métropolitaine, écolo, socialo, bobo, gentille,
très bagarreuse sur l'écologie. Et puis autour, on a ce qu'on appelait le peuple avant, des gens qui souvent venaient de la gauche, et qui petit à petit sont devenus le Illuminati du pavillon. Ils ont un pavillon, ils en sont propriétaires, ils en sont fiers, ils l'ont arrangé eux-mêmes, ils ont 2 voitures. Un ministre, gentiment, avait dit 2 diesels puants et il fume des cigarettes. Ce ministre n'a pas fait de carrière, c'est une bonne nouvelle. Et si vous voulez, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Ce conflit-là, il est terrible. Il est politique, mais pas que politique. Et si vous voulez, ça fait 20 ans que je revendique le double droit de vote. On doit pouvoir voter là où on dort et là où on travaille. Parce que qui fait nos démocraties urbaines? C'est les gens qui dorment dans la ville. Prenez Paris. Bon, c'est pas toujours des copains, mais quand même, ils pensent qu'ils sont le centre du monde. Et ils sont 2 millions. Il y a 700 000 salariés qui dorment dans Paris. Il y a 1 million de salariés qui ont un CDI dans Paris. Et 3 millions de gens qui rentrent tous les jours dans la ville. On aménage la ville pour qui? Pour ceux qui y dorment ou pour ceux qui y travaillent? C'est pas la même ville. C'est pas les mêmes transports. C'est pas la même politique. Donc, si vous voulez, on est là face à une vraie question, c'est-à-dire que les anciens conflits de classe se défont et les nouveaux conflits sont des conflits de propriétaires entre le périurbain pavillonnaire et la ville et entre le masculin et le féminin. Et on est dans ces conflits-là. Et donc, il faut qu'on casse, il faut qu'on reconstruise de l'espace démocratique. On ne mènera pas la bataille écologique sans arriver effectivement à une réflexion sur le patriarcat et sans arriver à une réflexion sur la démocratie et sur le fait que tout le monde peut participer. Le type qui quitte Dijon pour aller acheter à 25 minutes de voiture un petit terrain, il est toujours pas cher son terrain. Il vous dit toujours c'est pas cher, c'est près d'un rond-point et c'est près d'un collège et d'un supermarché, c'est les 3 balles. Alors si c'est un bobo plus chicos, il va plutôt vous dire je suis au bord de la rivière ou je vois une belle forêt. Enfin, il a une identité par la vision. Et sinon, c'est une identité par le prix. Et donc c'est assez caricatural mon propos, mais ça marche assez bien. Et donc on est là-dedans. Et donc il faut qu'on reconstruise le territoire démocratique parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des métropoles qui s'éloignent effectivement des milieux populaires. Et je vous rappelle que Donald Trump n'a pas gagné de grande ville et qu'il est élu par le périurbain. Je vous rappelle que Londres n'a pas voté pour le Brexit et que Barcelone n'a pas soutenu la rupture avec l'Espagne de Madrid. Donc faisons très attention à ce qui se passe dans nos sociétés et surtout quand on est élu. J'ai été élu comme vous, comme beaucoup d'entre vous. Quand on est élu, on s'occupe du territoire, on est élu. Il faut sortir de ça. Il faut que vos villes prennent pouvoir politique sur l'extérieur. Il faut penser la ville-jardin, il faut l'organiser, lui donner un droit démocratique. Vous savez, un type qui a un jardin de 1000 mètres carrés, 500 même, il plante un arbre, il a un chien, il a un potager. Mais c'est un écolo qui s'ignore, dirait M. Jourdain. Le type de la ville qui a des statistiques, qui vous donne la température, etc., c'est bien, mais il ne sait pas faire pousser une tomate. C'est ça, quand je rencontre un politique, je lui demande toujours comment il taille ses tomates. Et j'ai posé la question ici au président. Il m'a fait une réponse adaptée. Non, mais il y a 63% des gens ont un jardin. Vous entendez les politiques parler des jardins. Vous entendez les politiques parler de ça. Vous entendez même les organisations agricoles. J'arrête pas de dire à la FNSEA, mais donnez-leur la carte du syndicat. Ils ont un potager. Ils gagnent 100 € par mois avec leur potager. C'est des micro-agriculteurs, mais ils mettent les mêmes produits. Ils achètent dans le même lieu que vous. Créer des solidarités transversales. Donc le monde, il faut, dans cette transformation-là, et si vous voulez, c'est ça que je veux vous raconter, c'est qu'il naît des choses. Il naît effectivement, vous savez, le mot central, depuis le Covid, c'est proche, dans toutes les études d'opinion. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, on était obligé de fréquenter que ses proches, on n'avait pas le choix. Et le proche, vous savez que celui qui s'est beaucoup fatigué pendant le Covid, c'est le chien, puisque la seule façon de se promener, c'est de promener un chien. Il y a des chiens qui se promenaient 8 heures par jour, parce qu'on se les prêtait, et à la fin, ils n'en pouvaient plus. Bon, ça a été une période très difficile. Mais plus sérieusement, c'est réel, la société s'est repliée sur le proche. Mais pas le communal, le proche. Le proche, c'est quoi? C'est le charnel qu'il y a autour de moi. Ça peut être là où je travaille, le marché, la mosquée, l'église, la place. Et on est dans une société de double proche. Je passe plus de temps sur un écran que face à un être humain. 25% du télétravail, c'est une très bonne idée, ça se développe. Enfin, en France, il y a toujours une réaction, comme toujours, en ce moment, on a une tendance à être contre, mais ça finira par... On était à 4% de télétravail avant la pandémie, donc effectivement, on est à 25%. Les Américains sont à 40%, parce qu'ils ont étudié une chose qu'on n'a pas encore compris, c'est que le télétravail favorise la natalité. Parce qu'effectivement, on peut jouer sur l'emploi du temps, donc on peut en avoir pouvoir pour aller chercher les enfants, tout ça et tout. Ils estiment qu'ils ont fait 300 000 bébés de plus grâce au télétravail. Donc il faut mélanger les questions, pas simplement le télétravail, le mode de vie, vie de couple, etc. Bon, je ferme ma parenthèse là-dessus, mais c'est important parce que la question de la natalité est complètement centrale. Et donc on vit dans un double proche. Un citoyen, un homme, pour être heureux, un humain,
on dit qu'il faut qu'ils voient 40 personnes dans la journée, qu'ils voient comme ça dans la rue, au bar, dans l'escalier. On est des humains qui avons besoin de voir des humains, on n'est pas des sauvages. Il y a quelques sauvages perdus en haut d'un arbre, mais ça se fait plus beaucoup. Et donc on est là, et puis à côté, le lien social, la culture, la politique, c'est l'IA. Et donc c'est l'intelligence artificielle, c'est la robotique, etc., c'est le numérique. Une société du double proche, elle articule les deux. Et plus ce que vous vivez est différent de ce que vous voyez à l'écran, plus vous votez pour les extrêmes. Parce que quand vous habitez au milieu des Cévennes, dans un village protestant, donc normalement, enfin les protestants, tout le monde sait que c'est des gens bien, bon, normalement, vous votez pas pour l'extrême droite. C'est plus vrai. Parce que quand vous allumez le poste et qu'on vous montre tous les jours un viol, il y a 200 meurtres, il y a à peu près 2 meurtres par jour en France. On peut ouvrir toujours les nouvelles avec ça, c'est sûr. Parlons pas des viols, il y en a aussi beaucoup, plus que de meurtres. Mais je veux dire, on montre ça tous les jours. Celui qui vit, moi je vis à Marseille, enfin je ne suis pas à Marseille, mais j'ai été élu à Marseille. Vous promenez à la plaine, vous voyez au poste à peu près ce que vous croisez dans la rue. Des jeunes beurs qui font des remarques un peu piquantes, des jeunes filles un peu adaptées au climat, etc. Et toute une société qui apparaît comme un peu légère, alors qu'on n'est que 10e en matière d'insécurité. Dijon, vous êtes meilleurs que nous, mais pas Lille, pas beaucoup de grandes villes. Il faut faire attention, on n'est pas si mauvais que ça à Marseille. Mais on n'a pas peur parce que c'est notre quotidien. Mais celui qui vit dans un monde paisible, paysan, rural, il voit ça au poste, il dit ils arrivent. Et donc là, dans cette société double proche, on est en grande difficulté. Donc je ferme ma parenthèse là-dessus, mais c'est important parce que l'intelligence artificielle, c'est un problème technologique, mais c'est surtout un problème culturel. On va coproduire le monde avec une machine. Et cette coproduction, il y a ceux qui vont savoir rentrer dans la machine, faire des programmes, etc. Et on est à du retard, alors qu'on a les moyens de le financer, mais pour l'instant on est du retard. Mais surtout, ça va nécessiter de la curiosité, de la collaboration, de l'engagement civique, c'est-à-dire une réflexion de valeur. Parce que, si vous voulez, vous mettez l'IA dans une entreprise, vous allez supprimer des emplois. Il y a 2 façons de faire. Soit vous dire, tant pis, écoutez mon brave, c'est fini, on n'a plus besoin de toi. Moi je dirige une maison d'édition. J'utilise de plus en plus Claude. Effectivement, ça me fait gagner en termes de travail. Et qu'est-ce que je fais de ce temps gagné? Je supprime un emploi ou je me dis où est-ce que je pourrais enrichir ma qualité de mes productions pour gagner des parts de marché par la qualité? Sur chaque chose, c'est comme ça. Et donc, si vous voulez, c'est Audrey Tang qui dit ça. Audrey Tang, c'est une fille que vous ne connaissez pas. C'est l'ancienne ministre de Taïwan, du numérique. Et elle dit, en fait, ne nous trompons pas. L'ère de l'IA, seules 3 compétences sont essentielles. La curiosité, la collaboration et l'engagement civique. C'est à ça qu'on doit former notre jeunesse et pas s'obséder sur les problèmes uniquement technologiques. Et je crois que, si vous voulez, c'est bien ça qu'il faut qu'on comprenne. On est dans des transformations énormes et donc il faut quoi? Il faut qu'on renforce nos valeurs, qu'on renforce nos discours éducatifs, qu'on apprenne à nos enfants à travailler ensemble, qu'ils apprennent à collaborer sur des projets. Parce que c'est ça l'IA, c'est une machine qui... Comment vous allez payer les salariés? Celui qui sait servir de l'IA, en 1 minute, il vous donne la réponse. Vous le payez à l'heure ou vous le payez au résultat? Et celui qui ne peut pas faire l'IA parce qu'il est sur un métier qui n'y accède pas, on le paye comment, etc. Donc on est sur des bouleversements. Alors je vais vous raconter 2 petites histoires. J'animais un débat avec Jean-Dominique Sénard, qui est le patron de Renault, et un président comme ça. Et il nous disait, j'ai fait venir le meilleur spécialiste américain de l'IA. Et j'ai vu arriver un mec en short, avec une chemise à fleurs. Il a chanté pendant 1h30. Alors il y avait 100 cadres du groupe au niveau mondial. Là. Et à la fin, le type leur a dit, vous n'avez rien compris, mais vous avez compris une chose, c'est qu'il y a une révolution qui est en marche. Retenez cette image-là. Ce que j'ai dit, j'en sais rien, parce que dans 6 mois, ça aura tellement évolué, ça sera déjà différent. Et la deuxième chose qui va dans le même sens, c'est Bernard Charles, qui est un type intéressant, qui dirigeait Dassault Systèmes, qui est donc beaucoup aux États-Unis, il a 80 000 emplois aux États-Unis, et il dit, c'est Hollywood qui a créé la Silicon Valley, c'est pas la Silicon Valley qui a créé Hollywood. C'est-à-dire c'est l'innovation dans la culture qui a inventé les formes du numérique. Il ne faut pas se tromper, c'est la culture. Et nous, qui sommes leaders, notamment, rappelez-vous l'histoire du loup et dans les supermarchés, rappelez-vous les prix qu'ont obtenus des gens de Montpellier, on est leaders dans plein de jeux. Est-ce qu'on utilise le lien entre ça et l'industrie et l'innovation technologique? Parce que l'innovation, elle est là, les formes de l'innovation sont dans la culture, mais pas toute la culture, une grande partie de la culture, on n'a pas encore bien compris les enjeux, comment faire rêver sur le monde de demain. Mais c'est là quand même qu'est l'innovation. Donc retenez tout ça, une société bousculée par la crise naturelle, par le patriarcat, par effectivement l'IA, et donc une société qui sort de ses cadres. Mais c'est pas grave,
63% des bébés naissent hors mariage. Moi qui suis un vieux 68 ans, on était à 6% et on se disait on va pousser un peu. 63, on n'aurait pas eu besoin de pousser, c'est parti tout seul. Vous regardez effectivement les élections, où 50% des gens s'abstiennent, sauf quand c'est vraiment intéressant. Parce qu'ils sont démocrates, ils ne sont pas contre la démocratie. Mais bon, écoutez, les dernières élections, je ne sais pas, il y a beaucoup d'élus dans la salle. Bon, en gros, 95% des maires ont été réélus. Ah, ça n'avait pas le coup de s'agiter. Et 68%, je crois qu'il n'y avait qu'une liste. Alors ça calme. Donc si vous voulez, nous comprenons que s'il y a un vrai enjeu, les gens viennent. S'il n'y a pas de vrai enjeu, bon, éventuellement on y va pour faire plaisir, mais enfin en gros ça ne sert à rien, sauf marquer la symbolique démocratique. C'est pareil pour le CDI. Effectivement, les CDI reculent. Parce que les jeunes, ils n'ont pas forcément envie de s'engager à vie. Il y a des CDD, il faut réfléchir à ces formes de travail, il y a l'auto-entreprise, etc. C'est-à-dire on est sorti des cadres de la démocratie, du travail, du mariage, de plein de choses. Et puis en même temps, regardez l'Ukraine. Quand on est obligé de se reprendre, on se reprend. C'est magnifique ce qui se passe en Ukraine. C'est monstrueux, mais bien sûr, c'est d'abord monstrueux. Excusez-moi, il faudrait mettre les choses dans l'ordre. Mais en même temps, c'est magnifique. C'est-à-dire que cette société qui est comme la nôtre, pas plus gaillarde que nous, on n'est plutôt pas très combatif, on n'est pas en 14-18, on a envoyé des paysans habitués à piocher dans des tranchées, parce qu'on irait nous dans les tranchées de 14-18, je ne pense pas qu'on tiendrait 4 ans comme mes grands-pères. Mais bon, passons. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. On est sorti. Et quand on sort des cadres, il y a une formule de Victor Hugo. Victor Hugo dit « le peuple redevient une foule ». Il y a des moments où le peuple redevient une foule. Le peuple, ça a une mémoire collective différente. La Révolution française a créé un peuple qui pensait, voilà, il y avait les blancs, les rouges, etc. La lutte des classes a créé un peuple. Il y a un peuple de gauche, un peuple de droite, etc. Et puis à un moment, ça redevient une foule. Les foules, c'est après les grandes ruptures, après 14-18 par exemple. Partout, il y a eu des foules qui se sont mis à suivre des sous-officiers. C'était qui tous ces gens? Hitler, Staline, Pétain, tous des sous-ofs de l'armée, qui avaient appris un monde à l'armée, qui avaient vu leurs copains mourir, qui avaient, il faut se rendre compte ce qu'ils avaient vécu aussi, et qui effectivement ont attiré les foules. On est là-dedans. Une période de fureur. Alors je dis fureur, évidemment, tout de suite, c'est exprès pour que vous sursautiez, mais on n'est plus dans des structures du politique. C'est pas vrai au niveau local. Au niveau local, les partis, le PS, les Républicains, les traditions, les associations familiales, tout ça, il y a un tissu. Donc là, ça tient. Mais c'est coupé du national. National, ce qu'on veut, c'est un leader. C'est un populiste qui tire la foule. Et au fond, la question, c'est est-ce qu'on va vers un populisme démocratique ou est-ce qu'on va vers un populisme totalitaire? Mais ça sera un leader un peu populiste. Macron est un excellent leader un peu populiste. Il avait 12 copains, il a pris le pouvoir, c'est quand même pas... Ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. Je veux dire, il y a de quoi être fier d'une certaine façon. Et donc, n'oubliez pas ça. Mais ne vous dites pas qu'on est dans une période de décivilisation. Et là, évidemment, pour la suite avec Macron, c'est que c'est faux. On change de civilisation. On est dans une période de rupture. Mais c'est pas triste. Il n'y a pas de raison de pleurer. Oui, on va plus à la messe. Bon, et alors? Il y a autant de gens qui vont à la messe que de gens qui vont à la mosquée, mais il y a beaucoup moins de musulmans en France que de catholiques. Bon, ben les catholiques, ils sont plus très pratiquants. Alors ils vous disent, oui, mais on se rebaptise. Vrai, 20 000 l'année dernière, jeunes, ont refait un geste vers la foi, dont 10 000 catholiques. Par rapport aux 35% de quand j'étais petit, on est très très loin. Non, quand une société se brise comme ça, il y a deux choses qui remontent. De Certeau disait ça très bien. Il y a l'identité et il y a le religieux. Et on voit bien autour de nous, il y a plein de sociétés où c'est le religieux qui a repris le pouvoir. Et c'est pas toujours pour le meilleur. Et moi, ce qui me fascine, c'est la photo de Trump dans son bureau, avec tous les gens autour qui le touchent comme ça pour lui donner de la force. Non mais excusez-moi, c'est grave quand même. Bon, il n'y a pas que les pays musulmans. Quand on pense à ça, on pense aussi aux pays musulmans, qui ont souvent, pas tous, mais effectivement, c'est pareil pour l'Indonésie, mais qui ont souvent un retour du politique comme ça, de retenir l'identité. Là encore, la gauche, elle ne sait pas penser l'identité. Elle trouve que c'est une idée archaïque. Non, il faut multiplier les identités. Il faut valoriser le local, valoriser le communal, valoriser les régions, fédéraliser la France. Il faut changer ces niveaux, multiplier. Il faut effectivement... On est tous des binationaux aujourd'hui. Moi, je pense que les gens qui viennent de l'étranger chez nous devraient être binationaux pendant des générations. Parce qu'effectivement, ils sont dans une double culture. Et puis, je pense qu'on est tous binationaux parce qu'on est français et européens. C'est deux formes de structure d'appartenance, deux patries qui sont en train de se télescoper. Et c'est là-dedans qu'il faut former notre jeunesse. Alors qu'on a tendance effectivement à avoir des discours toujours négatifs sur l'Europe. L'Europe, c'est notre patrie, mais la France reste notre patrie. C'est essentiel de le dire comme ça. C'est comme ça qu'on mènera les camps. Et pourquoi? Parce que la guerre écologique, elle se mène à tous les niveaux. Elle commence quand vous faites vos courses, elle commence quand vous triez vos déchets, elle commence quand vous avez un moyen de transport ou un autre, mais elle est aussi planétaire.
Mais sauf que les grandes guerres étaient appuyées sur l'idée de nation. François Mitterrand disait très bien, c'est effectivement la nation, c'est la nationalisme, c'est la guerre. Il avait raison. Mais le problème, c'est qu'on est dans une grande guerre climatique. C'est une guerre, il y aura des dizaines de millions de morts, mais il n'y a pas de nation. Et donc, comment on fait pour faire le combat? Et donc, ça veut dire qu'il faut qu'on multiplie les niveaux d'action. Vous savez, l'autre fois, j'étais avec les supermarchés Leclerc, alors à Rome. Je leur ai dit, mais faites un calcul de l'empreinte écologique de chaque supermarché, avec tous les produits qu'il y a dedans, le personnel, les gens qui viennent faire leurs cours, et donnez-vous un objectif de diminution de 50% en 10 ans. Et tous les ans, vous dites à vos clients, attendez, cette année, on n'a pas mis de fraises, il n'y a pas nos fraises, non pas à cette saison. Ou alors cette année, on vous livre chez vous avec des voitures électriques parce qu'on s'est rendu compte que la principale pollution, c'est les gens qui viennent faire leurs courses. Ou autre chose, où on prend uniquement de l'agriculture locale pour améliorer les communes de faire la même chose. On doit travailler territoire par territoire, faire des analyses d'empreintes. Et quand on a l'empreinte écologique, mais c'est pareil pour un mode de vie, chacun doit savoir l'empreinte écologique de sa vie. Mais après, ne soyons pas idéologues, les situations ne sont pas les mêmes. Quand on parle de climatisation, à Marseille, c'est pas le même problème qu'à Lille ou qu'en Haut-des-Vosges. Donc je veux dire, pourquoi il faut toujours ces espèces de vérités partout? Il faut que sur tous ces sujets, on réfléchisse à ces empreintes, on réfléchisse et qu'on évolue de l'individu au global. Moi, je me suis occupé des déchets quand j'étais vice-président de Marseille-Provence Métropole. Excusez-moi, ce n'étaient pas les élus qui étaient les plus rapides. Dans l'évolution, j'ai organisé effectivement l'ensemble des tris sélectifs et tout pour arriver à développer notamment une culture du tri sélectif. Et les élus n'étaient pas les plus allants. C'était souvent plutôt la population qui ont très très bien suivi. J'avais 64 000 jardins, je m'en rappelle, parce que je leur ai acheté effectivement un endroit là pour mettre les déchets verts, etc. Donc si vous voulez, c'est comme ça. Pensez ce monde dans sa vie, pensez-le dans ses transformations, observez-le, lisez les travaux des chercheurs. Et vous savez qu'il y a 30 ans, un essai de chercheurs se vendait en France à 700 exemplaires. On est à 500, 400. C'est-à-dire que les intellectuels, on ne sait plus pourquoi on les paye. Parce qu'on ne les lit plus. Parce que c'est plus vite fait pour passer à la télé d'avoir des éléments de langage. Et donc on est sur tout ça. Et donc si vous voulez, dans ces transformations. Donc si on veut penser les nouvelles énergies, si on veut penser les nouveaux engagements qui sont devant nous, le besoin évidemment d'avoir une société vivable et surtout désirable. Il ne suffit pas qu'elle soit vivable. On ne gère pas. La politique, ce n'est pas de la gestion. La politique, c'est de la mise en désir du réel. Si on ne fait pas ce travail de mise en désir, les gens vous disent très bien, ça ne va pas marcher. Ou alors on entend ce qu'on entend. On ne fait rien. Mais ce n'est pas vrai. On ne peut plus rien faire. Ce n'est pas vrai non plus. Est-ce qu'on fait assez? Sans doute pas. Mais par rapport à quoi? Par rapport à la conviction qu'on a mis dans les milieux populaires. On a fait le travail pour convaincre les gens, pas à pas, ou on a voulu prendre des règles et des règlements après le Covid. On a voulu aller trop vite. On peut prendre des règlements très bien. Et ça mène à des extrêmes droites. Ça mène au refus des milieux populaires. La culture, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus difficile à transformer. C'est dur, la culture. C'est beaucoup plus dur que ma monstre, que n'importe quel objet, les modes de voiture, de logement. Tout ça, ça peut se changer. Mais transformer la culture dans la tête des gens, c'est un gros travail. Ça, c'est le rôle des artistes, de la culture, des intellectuels, des politiques. Or, s'il n'y a pas de récit politique, on ne peut pas changer la culture. Si le monde de la culture ne se cisait pas de ces sujets, on ne peut pas changer la culture. Et c'est ce qu'il faut changer en premier. Et donc, accompagner les gens. Et vous savez, avec l'idée chaque fois, et j'étais à Copenhague l'autre jour, je le dis souvent, mais un colloque sur la mobilité. Les Français étaient là à dire, oui, alors ça va être bon pour la santé des gens s'ils font du vélo. Puis l'autre disait, oui, alors ça va être bon pour les habitants, l'air sera meilleur. Et le maire de Copenhague s'est levé, il a dit, écoutez les Français, vous me fatiguez. Nous, depuis 30 ans, on dit c'est simple et pas cher le vélo. 30% des gens circulent en vélo. Donc à un moment, on n'est pas là pour effectivement donner des leçons de morale aux populations. On est là pour leur offrir des solutions simples. D'ailleurs, si vous êtes déjà allé à Copenhague, ils ont des vélos complètement pourris. D'ailleurs, on leur vole très peu parce que franchement, c'est pas haut de gamme. C'est pas leur truc, ils s'en foutent complètement. C'est des vélos sans changement de vitesse, souvent assez rouillés, qui laissent sur le bord du trottoir. Mais c'est parce que c'est pas un objet symbolique, c'est un outil, quoi. Votre marteau, vous ne le repeignez pas avant de planter un clou. Le vélo, c'est un peu le même objet. Et donc, on est là-dessus, si vous voulez. Mais Copenhague, c'est très intéressant, y compris le discours qu'il y a derrière. Dites-vous, le monde doit être simple et pas cher. Et effectivement, ne pas se prendre... Et pour finir sur vos sujets, puisque vous êtes quand même élu local. Vous voyez, l'autre jour, j'étais à Amiens. Je leur dis, écoutez, vous allez acheter 3000 petites voitures électriques. Plutôt que vos gros bus, vos systèmes compliqués, là. Dites-vous, la petite voiture électrique, c'est le vélo du périurbain. Or, le périurbain, c'est 70% des Français. Faites des coms pour le vélo, des endroits où on peut... Voilà, parce que comment on se déplace dans le périurbain de 14 ans à 95 ans? La voiture électrique est idéale. Les jeunes peuvent sortir et les vieux peuvent continuer à aller chercher le pain. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, les vieux n'ont pas le droit de prendre les autoroutes.
Ah ben non, pour une idée comme ça ne serait pas l'égalité républicaine. Mais c'est idiot. À partir d'un certain âge, si vous avez passé une visite médicale, on vous dit, monsieur, vous pouvez conduire pour aller autour de chez vous, mais l'autoroute terminée. Et vous avez une lettre sur votre voiture, etc. Vous avez aussi, aux États-Unis, les garçons n'ont pas le droit de conduire dans certains États le soir, le vendredi et le samedi. Parce que 90% des accidents, c'est eux quand ils sont bourrés, excusez-moi. Il n'y a que les filles qui peuvent conduire le soir. Bonne réforme, ça. Bonne réforme, le double droit de vote. Et il faut petit à petit rentrer dans le dur de ces sociétés. Alors que nous, on est là à me dire, il faut rouler de moins en moins vite. Oui, en soi, c'est sûr, si je roule à 40 à l'heure, j'ai moins de chances que de me tuer qu'à 140. C'est vrai. On peut aussi s'arrêter, aller à pied. Mais peut-être qu'on peut plutôt que se dire qui tue, qui fait les accidents, à quel âge, à quelle heure. Ben, c'est les garçons, et certainement le soir. Ben, il faut qu'ils arrêtent de conduire le soir. Et je veux dire, quand ils sont jeunes, de 18 à 22 ans, etc. Donc, si vous voulez, il faut regarder cette société. Il faut comprendre ces changements. Il faut en désirer. C'est passionnant ce qui se passe. Regardez ces 70% de Français qui ont des maisons individuelles. Ils ont enfin accédé au jardin. Ils ont un chien. Ils sont ravis. Et dans les médias, on n'arrête pas de dire qu'ils sont nuls. Mais c'est pas possible. Il faut se dire, si j'avais proposé au président, j'avais dit, autorise tous les gens à transformer leur garage en studio pour loger un étudiant sans permis de construire. Ça passe. Il me dit, ah, quelle belle idée. Vous voyez déjà le ministère du Logement, le truc arrive, c'était mort avant d'y arriver. Et c'est évident. Et c'est pareil pour les pavillons. Autoriser les gens à construire sur la moitié du terrain de leur pavillon. Densifier le périurbain. Faites-en un territoire de jardin. Et avec l'argent, ils peuvent s'acheter 2 voitures électriques et isoler leur maison. Et vous avez un équilibre écologique. Valorisez le pavillon écologique. Valorisez le désir des populations au lieu de leur taper sur la tête. À mon avis, ça ne favorise pas tellement la démocratie. Et finalement, ça nous fait perdre. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire pour vous mettre de bonne humeur. Mais en même temps, si vous voulez, la bataille, elle est lancée. Donc il faut le dire qu'elle est lancée. Il faut réunir ces 3 révolutions positivement, se dire qu'elles vont ensemble, se poser des questions. Le plus compliqué à gérer, je vais vous dire, ça va être le rapport entre le masculin et le féminin. Parce qu'on a des milliers d'années dans le patriarcat. Mais le patriarcat, ce n'est pas uniquement des méchants contre des gentils. C'est 2 fonctions sociales différentes. Un homme dominant, mais qui doit aller au fond dans le travail, au fond dans la guerre, au fond dans le lit, si je peux me permettre. Et puis des femmes qui doivent tenir leur couple, tenir leur mari, tenir leur maison. On a 2 équilibres comme ça. Et puis ça se défait. Mais c'est merveilleux que ça se défasse. Mais comment on fait? Comment on rouvre? Faites attention. Les milieux populaires, c'est leur première inquiétude. Et donc, ayons des discours. Construisons des lieux de rencontre pour les célibataires. Construisons des soirées spéciales, etc. Toutes ces vies-là, il faut qu'on y soit extrêmement attentif, sinon ça ne va pas marcher. Et au fond, si vous voulez, là où on n'est pas très fort, les démocrates, si je peux nous rassembler sous ce mot, c'est que la sphère de transformation, elle a atteint le niveau de l'intime. Or, les extrêmes travaillent au sentiment. Nous, on travaille à la rationalité. Ce qui fait changer nos sociétés en ce moment, c'est ce qui se passe sous les couettes, c'est ce qui se passe en amour, c'est ce qui se passe avec les enfants. C'est quand les garçons commencent à engueuler leur mère parce que les garçons sont devenus virilistes et que leur mère essaye d'avoir un discours un peu moins masculiniste auprès de leurs enfants. C'est là que les choses se jouent beaucoup. Donc, vous savez, soyez attentifs à la sphère de l'intime. C'est là où les couples sont les plus fragiles et c'est là où les gens qui disent c'était mieux avant ont une réponse toute faite qui, quelque part, fait plaisir dans les familles. Mais seulement avec ça, on n'ira pas loin. Donc voilà, la révolution devant nous, elle est engagée, mais ça se fera toujours avec les mêmes valeurs de citoyenneté, de solidarité, mais il faut se bouger les cadres démocratiques, il faut régionaliser ce pays, il faut que les gens du périurbain aient le droit de vote dans la ville, il faut qu'on ait tous ces sujets de discussion entre nous, et si vous voulez, il faut qu'on arrête de critiquer les milieux populaires qui sont tellement fiers d'avoir enfin acheté une maison qu'ils n'avaient jamais possédée, et toute la journée on leur dit que c'est nul. On n'a jamais autant tapé sur le peuple, et on se demande pourquoi est-ce qu'il a un vote pour le passé meilleur. Je crois qu'il faut essayer de travailler pour qu'il ait l'idée d'un futur meilleur. Merci. Merci. Merci beaucoup, Jean Viard. Voilà, je vous propose de venir vous asseoir. Nous allons également, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Nous allons également inviter les co-organisateurs de ces assises. François Rebsamen nous rejoint, Jean-François Montagne, Chantal Cutager et Nicolas Soudon. Venez vous installer pour cette toute dernière partie de cette plénière de clôture.
Et alors juste avant, les 150 ouvrages ont été tous distribués aux intervenants, aux conférenciers de ces assises, l'individu écologique de Jean Viard. Et nous avons décidé, eh bien, que 5 personnes d'entre vous qui n'ont pas eu la chance d'avoir ce livre encore pouvaient remporter un livre dédicacé par Jean Viard à l'issue de cette conférence. Et pour départager les 5 qui vont en avoir, ça va se passer par SMS. Attention, le numéro est là et j'ai une question pour vous. C'est juste qu'il va falloir être rapide. La question, vous allez le voir, normalement, elle ne devrait pas être trop compliquée si vous êtes là depuis le début notamment. On a beaucoup parlé de l'ours blanc. Alors oui, sur scène, le son, je vous l'accorde, n'est pas exceptionnel. Mais comme c'est pour la salle, là, surtout les consignes pour gagner le livre. Vous entendez rien ? Vous n'avez pas de retour sur scène. Est-ce qu'on peut augmenter le retour sur scène? Est-ce que c'est possible? Est-ce que là c'est mieux? Vous entendez mieux ou pas? Moi je m'entends parler du coup, mais sinon je me rapproche de vous. Donc l'idée c'était de faire gagner 5 de vos livres dans la salle. Voilà. Ah oui, vous avez les sous-titres. Bah oui, formidable. Voilà. Et donc je vais vous poser une question. C'est intermittent. On a bien entendu à un moment donné, mais là, c'est à nouveau retombé. Vous m'entendez dans la salle ou pas, vous? Bon, alors je continue avec la salle, et si sur scène, on peut améliorer le sujet, c'est pas mal. Voilà, on bouge plus, c'est parfait, comme ça. Donc, pour gagner 5 livres de Jean Viard, en attendant le prochain, qui sera finalement... Pour quand? Septembre. Bon, et d'ici septembre, vous pourrez lire donc l'individu écologique, pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté et pas encore lu. Et pour ceux-ci, je vous demande de répondre rapidement à une question, parce que c'est les 5 premiers qui vont répondre par SMS, qui vont gagner ce livre. La question est la suivante. Nous avons vécu avec cet ours blanc, l'ours pompon sur scène, qui est un symbole très fort à Dijon, que j'ai rencontré, vous vous souvenez, dans un parc comme ça par hasard, un soir de canicule. Mais il y a un symbole historique ici, à Dijon, c'est même l'emblème de Dijon. Quel est cet emblème? Voilà, c'est parti, top chrono, les 5 premiers pourront revenir avec un livre dédicacé de Jean Viard, et ça c'est un vrai cadeau. Et oui, Jean Viard, c'est un vrai cadeau. Donc je vous laisse répondre, on verra les réponses tout à l'heure. Ah ouais, vous êtes motivés quand même, hein? Je donnerai les 5 premiers à la fin de la plénière. Il y a eu quelques questions, notamment qu'entendez-vous par une jeune fille adaptée au climat? Oui, apparemment. Vous avez quoi comme image en tête? Bon. Alors attendez, on va vous passer un micro. Voilà, je vous donne celui-là du coup. Non, mais c'est un peu provocatoire de dire ça. Je pense qu'il faut qu'on ait une réflexion sur comment on vit ensemble dans l'espace public. Et je pense qu'il y a des codes. Vous voyez, moi, je suis chef d'entreprise, j'ai des salariés. J'ai pas envie d'un costume de boîte de nuit quand j'ai une salariée dans ma boîte. Elle a le droit. Moi, ça me fait pas plaisir. De même que je peux être gêné s'il y a une dame voilée qui me propose de travailler. Ça me gêne pas qu'elle soit voilée, mais bon, c'est son problème, quoi. Je veux dire, moi, j'ai pas envie qu'elle, oui, mais vous savez, tout ça, bon. C'est-à-dire, je pense qu'il y a de la civilité et qu'il faut qu'on discute de cette civilité. C'est ça que je voulais dire, même si c'est un peu provocateur. Alors, les hommes ont un énorme boulot à faire. Mais dans un monde aussi, je vais vous dire une chose simple. Il y avait 4 millions de jeunes qui partaient en colonie de vacances, il y a 30 ans. Il reste 1 million. Et les autres, les jeunes qui font les cons après les matchs de foot, qui cassent, ils sont allés en vacances? Ils ont encore des... Qu'est-ce qu'ils font l'été? Quelles sont leurs relations? Quels sont leurs taux de relations entre filles et garçons, etc. Il faut regarder la civilité de notre société comme elle est et essayer d'inventer des codes. Et c'est vrai que c'est un peu provocateur et je ne devrais pas me permettre de dire ça. Je sais que ma fille me dit, oui, à ton âge, tu peux, mais tu sais, c'est un peu ringard ton discours. Donc, mais quand même, je suis sensible à cette question. C'est-à-dire, je pense qu'on invente des codes de vie commune, de vie gestuelle, de rapport à son corps. C'est comme les hommes à une époque allaient travailler en costume cravate. Maintenant, je ne veux pas être pessimiste pour mon voisin, mais à part les élus et les banquiers, personne ne met plus de cravate. Et donc... Bon, ça c'est fait. Il n'y a pas de cravate là pour le coup, hein, sur scène. Tout va bien.
Une autre question. Une rupture de même ordre que la chute de l'Empire romain, dites-vous. Est-ce que la décadence trumpienne et la crise du détroit d'Ormuz ne marquent pas le début de la chute de l'Empire américain? Et si oui, quelles ressources dans la société française et européenne pour ne pas être emportée par cette chute? Vous savez, je pense que la chute de l'Empire romain, ça a pris 200 ans. À peu près. Hein. Il me semble que l'empereur Constantin, je ne suis pas grand historien, mais c'est vers l'an 2 ou 300, quoi. Donc ça prend du temps. Je pense que c'est à la fin du XXIe siècle, on est passé dans un monde plus réorganisé dans le rapport à la nature et dans le rapport entre les genres ou pas les genres. Si on est homosexuel, c'est le même genre. Enfin, je ne sais pas comment définir les mots, mais disons que c'est pas que garçon-fille, quoi. C'est dans le rapport effectivement à la vie intime. Je pense qu'on aura fait un beau travail. Et la difficulté qu'on a, c'est de dire à nos jeunes, vous êtes les gens du passage. Vous n'allez pas connaître le monde d'après, mais vous allez le porter avec nous. On va vous aider à le porter. Mais on ne va pas refaire l'équilibre écologique en 20 ans. Même si on arrêtait de produire du CO2 au-delà de ce que la Terre peut digérer, il faut sans doute un siècle pour que ça redescende. Donc ne nous racontons pas d'histoire. La chaleur de demain, elle est déjà là. Donc on doit s'adapter et pas faire comme si ça allait redescendre. Mais en même temps, on prépare le quand ça va redescendre. Et au fond, c'est ça qu'il faut dire. C'est des générations du passage. Mais le XXe siècle a été le siècle des massacres, des passages. Vous savez, quand vous allez dans le monde, on vous dit, les Européens, vous n'arrêtez pas de parler du droit. Mais qui a fait l'esclavage? C'est vous. Des dizaines de millions de morts. Qui a fait les 2 guerres mondiales? C'est vous. Plus de 100 millions de morts. Qui a fait les totalitarismes? C'est vous. Qui a fait effectivement la Shoah? C'est vous. Donc vous êtes ceux qui donnaient des leçons. Et vous êtes les plus grands massacreurs de l'histoire. Donc, il faut entendre ce qu'on nous dit de nous ailleurs. Et donc, c'est la même question. Il a fallu un siècle pour digérer la fin des empires. Parce qu'au fond, c'est ça, la Première Guerre mondiale. Et après, ça a entraîné des conséquences, des totalitarismes, des extraits, etc. Et sans parler, évidemment, de la domination patriarcale. Et donc, qui se rajoute à ces couches. Et c'est pareil. Là, on a un siècle de transformation. Il faut se former des gens pour un siècle de transformation. Merci beaucoup. Il y a plein d'autres questions, mais il va falloir qu'on arrive à la conclusion de ces assises. Et j'ai envie d'embarquer une question pour vous la poser à vous tous, les co-organisateurs, et ce qui nous réunit aujourd'hui. Vous avez écouté Jean Viard. Comment, dans ce contexte, garder cette motivation pour chacun, pour se mobiliser, cette mobilisation générale dans le contexte actuel. Donc je vais vous demander à chacun, et puis j'en viens, vous pourrez bien sûr rebondir si vous le souhaitez. Chantal Cutajar, par exemple. Ah, le temps d'allumer le micro. Celui-ci marche, merci. Alors, moi, ce que je retiens d'ailleurs de tout ce que vous avez écrit et que j'ai lu également, c'est une idée très forte qui est que la transition ne réussira pas contre les modes de vie réels de nos concitoyens. Donc, ça veut dire qu'elle ne réussira ni par l'injonction, elle ne réussira pas non plus avec la culpabilisation. Elle réussira si elle améliore concrètement la vie de nos concitoyens. Et c'est, je crois, la leçon essentielle pour nous, élus locaux. Parce que nous sommes probablement le niveau de responsabilité publique qui est le plus proche des réalités que nous vivons. Nous voyons les difficultés de mobilité de nos concitoyens. Nous voyons les questions de pouvoir d'achat, nous voyons les aspirations à une meilleure qualité de vie, nous voyons aussi le besoin de proximité, mais aussi, nous le voyons aussi, l'immense besoin d'agir lorsque les solutions, à condition que les solutions soient comprises et que les solutions soient partagées. Et je crois que c'est cela qui nous conduit à repenser profondément notre manière d'exercer nos responsabilités. Notre rôle d'élu n'est plus simplement de décider pour les habitants. Je crois qu'il est de permettre aux habitants, aux entreprises, de permettre aussi aux associations, finalement à tous les acteurs du territoire, de devenir eux-mêmes les acteurs de la transition. Et le rôle des élus locaux, je crois qu'il est véritablement en train de changer. Nous ne sommes plus simplement des gestionnaires de la transition. Nous devons devenir ce que j'aime appeler des organisateurs
de la démocratie. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il faut créer, je crois que vous l'avez dit, des espaces de dialogue, des espaces de participation, des espaces de co-construction. Ça signifie qu'il faut partir des usages et des besoins réels des habitants. Ça signifie aussi, je crois, qu'il faut montrer que la transition n'est pas une contrainte supplémentaire, mais qu'elle est véritablement une opportunité pour mieux se déplacer, une opportunité pour mieux se loger, une opportunité pour mieux se chauffer et puis se refroidir, parce que là, je crois que c'est l'enjeu aujourd'hui, une opportunité pour mieux respirer et renforcer notre résilience collective. Et je crois que ce sont ces 3 jours d'assises qui nous ont montré une chose qui est absolument essentielle aussi, c'est que les territoires, eh bien, ils n'attendent pas l'État, même si on a besoin de l'État. Ils innovent, ils coopèrent, ils expérimentent et ils sont capables d'inventer des solutions très concrètes. Et je crois que notre responsabilité collective est maintenant, comme tu l'as dit, de leur donner un véritable horizon et un récit qui soit vraiment mobilisateur. Merci pour cette mobilisation donc générale. Jean-François Montagne, juste à vos côtés, donc président de la communauté urbaine d'Orca, vice-président, oui pardon, parce que le président il était là avec nous à l'ouverture, donc le vice-président, tout à fait, Jean-François Montagne. N'allez pas le répéter, Anna. Non, ça reste entre nous. Ça. Alors, Monsieur Viard, un grand merci pour vos propos qui bousculent, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être bousculé. Et votre discours, et notamment les premiers mots que vous avez prononcés, résonnent particulièrement pour le Dunkerquois que je suis. Revenir un peu en arrière, 1945, à Dunkerque, dernière ville libérée après le 8 mai, 300 habitants, une ville détruite. Et pourtant, à Dunkerque, nos opposants, c'est l'extrême droite. Nos habitants nous disent bah oui, mais on a tout essayé, et eux, on ne les a pas essayés. Mais si, on les a essayés. On les a essayés en 1930. Et on a vu ce que ça a fait. Et donc, il faut qu'on se tienne les coudes collectivement, d'abord les Dunkerquois, mais ici aussi, tous autour de cette table. Certes, ici, ce sont les assises de la transition énergétique, mais on a des échéances qui arrivent. Et je crois vraiment qu'on risque d'avoir un monde qui change si ça tourne mal. Donc nous, vraiment, Dunkerquois, on fait partie d'un réseau des villes mémoire parce qu'il faut pas qu'on oublie. Donc ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup parlé. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. On a beaucoup tapé sur la France pavillonnaire en disant c'est pas bien, ils vont vivre loin et puis ils nous embêtent, ils viennent travailler dans nos villes avec 2 voitures, on est obligé de prévoir des places de parking, on est obligé de prévoir... Voilà. On travaillait avec l'ADEME la semaine dernière à Dunkerque et on a fait une table ronde avec des jeunes et on leur a demandé leur aspiration. Et la moitié des jeunes qui étaient là nous ont dit notre rêve, c'est d'avoir un jardin, une maison. Et là, on s'est dit, il y a quelque chose qu'on a raté. Il y a quelque chose qu'on n'a pas su, qu'on n'a pas perçu. Et je crois vraiment qu'il faut qu'on reconsidère, qu'on considère notre approche auprès de la jeunesse. Moi, ça m'a beaucoup parlé ce que vous m'avez dit. Et déjà, la semaine dernière, j'avais été bousculé. Voilà. Et la dernière chose aussi, je vous l'avais dit un peu en creux, le travail a changé. La perception de la jeunesse du travail a changé. On est à peu près de la même époque. J'ai pas connu 68, j'étais trop jeune, mais on m'en a beaucoup parlé. Oui, ça devait être bien. Mais nous, c'était quoi? C'était un travail, une femme, une maison. Et maintenant, c'est plus du tout dans cet ordre-là. C'est même des fois plus du tout ça. Et on a du mal, nous, à nous adapter. On entend très souvent, et les hommes politiques qu'on est, dire « les jeunes ne veulent plus travailler ».
Mais non, ils veulent travailler. Ils veulent travailler, mais ils veulent travailler autrement. Et il faut qu'on change notre façon de percevoir. Et je le dis aussi, s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, c'est comme ça, il faut qu'on change aussi notre approche du travail, parce que de toute façon, si on ne le fait pas, ils le feront à notre place. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage. Nicolas Soudon, directeur à la direction exécutive des territoires pour l'ADEME, que vous a inspiré alors à la fois cette conférence de Jean Viard et ces assises auxquelles vous avez participé? Bon, bah d'abord un grand remerciement à Dijon pour l'organisation de ces trois belles journées, enfin presque 3,5, qui ont été formidables. Et je pense alors on est tous probablement des convaincus qu'il y a un enjeu du changement climatique qu'il faut régler rapidement et avec un effort collectif. Mais ça fait quand même du bien de se retrouver dans une période où on a connu ces derniers mois un backlash écologique, on l'a appelé comme ça, parfois un coup sur la transition écologique, l'émergence de discours climato-sceptiques qu'on n'avait pas entendu pendant quelques années après le Covid. Et donc, bon, c'est vrai que ça nous redonne un peu de courage collectif face à ce qui a été évoqué dans certains ateliers, la désinformation climatique, les difficultés auxquelles on est confronté et l'inquiétude parfois qu'on a que nos concitoyens sont sensibles à ces discours climato-sceptiques ou à la désinformation. Et la difficulté en face pour nous, c'est comment envoyer un discours rationnel quand on voit qu'on parle de plein de choses qui ne sont pas toutes rationnelles, parce que si on doit changer les modes de vie, il faut faire appel aux représentations, aux valeurs, à la morale, parfois la peur. Certains de nos concitoyens étaient marqués par l'éco-anxiété. On a moins parlé ces dernières années, mais jusqu'en 2024, on parlait beaucoup d'éco-anxiété. Je pense qu'avec la canicule qu'on a connue ces derniers jours, elle va probablement revenir fort, l'éco-anxiété. Mais donc, il faut travailler sur beaucoup de ces paramètres si on veut arriver à faire évoluer nos modes de vie. Mais il faut probablement aussi, et moi je rejoins complètement ce que dit Jean Viard, il faut aussi agir sur le plaisir et sur le bonheur. Il faut rendre cette société du changement ou de la transition écologique, il faut la rendre désirable. Et je pense qu'elle l'est assez largement. D'abord, elle est ludique. Parce que finalement, quand on veut changer de mode de transport, y compris quand on habite dans une zone pavillonnaire, on peut aussi, parce que souvent on a besoin de faibles kilométrages, passer par d'autres modes de transport que la voiture classique. Il y a des véhicules intermédiaires qui sont intéressants, sur lesquels on peut travailler, qu'on développe à l'ADEME dans le cadre d'un programme qui s'appelle Extrême Défi. Voilà. Donc en tout cas, le bonheur local est probablement le meilleur endroit où on peut travailler la transition écologique. Et il y a plein d'objets qui permettent de le faire de manière ludique. Alors en revanche, il y a un autre élément, c'est que pour tous ceux qui se sentent investis par ces enjeux de transition écologique, il peut y avoir une certaine lassitude depuis les années où on vous crie toujours sur les toits que c'est dangereux, que ça va arriver, etc. Moi, ce que je voudrais nous dire collectivement, c'est qu'il faut tenir bon et que si on revient sur les grandes transformations qu'ont marqué le XXe siècle, par exemple, le mouvement ouvrier, il a fallu attendre 1945, soit 60, 70 ans de combat ouvrier pour obtenir un certain nombre de victoires en termes de droits sociaux. Vous parliez de la fin du patriarcat, c'est pareil, les premiers mouvements féministes, ils datent de la fin du 19e siècle finalement. Donc voilà, un combat, ça se mène sur la durée, même si les enjeux sont de court terme. Ouais, je ne veux pas être trop long, mais j'ai retenu une phrase qu'a dit Dominique Bourg dans un des ateliers. Il disait « La réaction la plus stupide qu'on pourrait avoir face aux difficultés qu'on connaît, y compris aiguës comme la canicule, c'est de réagir au coup par coup. » Donc ça veut dire réciproquement qu'il faut se préparer aux solutions à mettre en œuvre. Et alors là, je retombe sur un peu de pub. Pour s'y préparer, l'ADEME travaille sur les sciences humaines et sociales, mais elle travaille aussi parfois à des kits de solutions toutes simples. Et je vous annonce que le guide Demain mon territoire, dont vous avez peut-être pour certains entendu parler, parce qu'il a été publié, puis dépublié, etc., va être publié dans les prochaines heures. Voilà, on attend le dernier coup de validation. Donc vous l'attendez tous, il va arriver. Et dernier point important, vous savez que le Premier ministre a annoncé un plan d'électrification. Ce plan d'électrification, il est très important, il participe très largement des enjeux de décarbonation de notre pays, mais ça va demander aussi un peu d'habileté pour accompagner nos concitoyens dans ces changements, notamment quand il va falloir renoncer au gaz ou renoncer à certains usages carbonés. Et comme j'aime les citations, vous l'avez vu en introduction, je voudrais citer Jean-Patrick Masson, qui a dit dans l'un des ateliers « Soyez lucide, mais ne vous interdisez rien ». Et moi, je transformerai la citation en disant « Soyez lucide, : ne vous interdisez rien ». Ça rappellera peut-être quelques souvenirs 68 heures à Jean Viard. Merci beaucoup, Nicolas Soudon. François Rebsamen, est-ce que vous voulez réagir maintenant ou vous gardez pour la conclusion des conclusions?
Ou une Je petite réagis et ça sera ma conclusion. Ça, c'est aussi simple pour tout le monde. Moi, d'abord, je suis très heureux que Jean Viard soit venu parler de la culture, de la vie réelle et de l'intime. Donc, parce que c'est là où ça va pas. C'est là où ça va pas. C'est là où on n'est pas. Politiquement, collectivement. Le socialisme, il y a plus d'un siècle, c'était pas le collectif, contrairement à ce qu'on peut croire. C'était l'individu. C'était le bonheur de l'individu. Et aujourd'hui, curieusement, on pense masse, générale, et on oublie l'individu. Et donc merci, parce que ça passe par la culture. C'est ce qui nous manque le plus. La culture qui nous dit notre histoire, mais surtout la culture qui nous permet, quand on connaît son histoire, bien sûr, d'imaginer un monde meilleur, qui nous fait rêver. L'imagination au pouvoir. Je ne sais pas, ça doit dater de 68, ce truc-là aussi. Hein. Donc, il faut qu'on garde ça et qu'on n'essaie pas d'imposer des normes trop strictes. Je crois que l'idéologie, aujourd'hui, elle est un peu derrière nous, il faut dire la vérité. Si on veut s'intéresser à l'individu, on va d'abord essayer de dire des choses qui vont nous donner envie de vivre ensemble, d'être ensemble, qui vont nous permettre d'être heureux demain, individuellement, par-delà les misères qu'on peut avoir les uns et les autres. Mais c'est peut-être le problème que j'ai essayé d'expliquer à mes amis écologistes. Ils ont voulu cadrer tout. Et en cadrant tout, ils ont heurté des convictions qui existaient, qu'on ne peut pas aller trop vite pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et ceux qui vont vite, c'est ceux qui ont les moyens. Et on voit ceux qui ont les moyens, qui vont vite, qui réussissent, et ça enfonce encore plus ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture électrique, ceux qui n'ont pas les moyens de se mettre de la climatisation, ceux qui n'ont pas les moyens. Et donc si on leur dit, si vous n'avez pas fait ça, vous n'êtes pas dans la norme du développement. Et ils ont leur propre culture différente. Et quand tu parles du patriarcat, tu vois ce qu'il va falloir faire pour que ça change tous les jours. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps, et donc par la culture, on imagine, on a l'espoir, et c'est ça le monde culturel. Et c'est celui-là qu'il fallait que tu nous donnes. Merci. Merci beaucoup, François Rebsamen. Merci Jean Viard. Alors il y a avant de répondre à la question que j'ai posée, il y a eu Jean, vous êtes un ours blanc, merci pour ce partage. Je ne sais pas comment vous pouvez le prendre, mais en tout cas l'ours qui est derrière vous est un vrai symbole. Merci en tout cas. Tout ce que vous avez vu pendant ces assises, les conférences, les plénières seront disponibles dès demain soir sur le site des assises, donc vous pourrez les revoir, les revisionner. Il y aura également tous les dessins, les supports, les dessins de Louise Plantin, la facilitation graphique, toutes ces belles fresques que nous avons eues pendant les conférences. Les dessins de Camille Bess également seront disponibles. Et d'ailleurs, je pense que Louise nous en prépare un pour terminer cette clôture. Alors, est-ce que vous voulez avoir les réponses? C'est assez folklorique sur l'emblème de Dijon, je dois vous le dire. J'ai eu moutarde, j'ai eu saumure, j'ai eu pompon, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais j'ai quand même eu... Voilà, la chouette, évidemment la chouette. Je donne les 4 derniers chiffres des portables qui ont gagné, parce que sinon ça va être un peu long, donc soyez attentifs. Le premier à avoir répondu, ça se termine par 0210. Le deuxième, 1792, 72 63, 60 03 et 96 07. J'en ai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est tout bon? Vous êtes reconnus? Et il y a eu au moins une centaine de réponses. Donc la motivation a été grande, Jean Viard, pour avoir votre ouvrage dédicacé. Donc j'invite tous ceux qui ont remporté cet ouvrage, voilà, pour le lire, à rejoindre Jean Viard à la fin de cette plénière. Il est temps maintenant de vous remercier tous. Un grand merci à tous. Et François Rebsamen, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Dans un an, à Bordeaux, vous serez là. La présidentielle sera passée. Alors ne laissons pas passer cette présidentielle, si vous voyez ce que je veux dire. Merci. Je ne parle pas après le président.
Bordeaux aujourd'hui est le même que celui de Dubaï habituellement. Et tout le monde va à Dubaï dans les milieux très riches, donc voyons un petit peu ce que nous vivons.